Le service de l'endroit où vous achetez réellement l'histoire. Trouver votre bonheur signifie trouver le noyau de la passion et de l'excellence en vous. Maintenant, pour la première fois, je pense que nous avons l'occasion de créer une économie fondée sur la sagesse qui répond aux besoins de la société. En apprenant à réveiller votre créativité, vous retrouverez l'enthousiasme naturel, l'énergie et les merveilles de la jeunesse. C'est un auteur et un orateur public. Il est une figure importante dans le mouvement New Age. Grâce à ses livres et vidéos, il est devenu l'une des figures les plus connues et les plus riches de la médecine alternative. Il est Deepak Chopra, et voici mon point de vue sur ces 10 meilleures règles pour le succès. La règle numéro 10 est mon préféré, et assurez-vous de rester jusqu'au bout pour obtenir des bonus spéciaux. Ce que nous voyons, ce que nous percevons, ce que nous entendons, ce que nous pensons, ce que nous imaginons, ce que nous comprenons, ce qui nous inspire. Tout cela vient de la croyance. Et puis ces croyances projettent comme notre monde. Nous créons réellement le monde qui vient de ces croyances intérieures. À son tour, le monde se retourne contre nous. Le monde se nourrit de nous et renforce ce en quoi nous croyons déjà. Nous voyons donc ce que nous devenons, et le monde devient qui nous sommes. Si vous parlez de la grandeur, et c'est une recherche bien faite, même par Jim Collins, si vous lisez son livre, il dit que chaque chef à la fin dit l'une des choses suivantes. J'ai eu de la chance, où je me trouvais au bon endroit au bon moment. Il y avait beaucoup de coïncidences significatives. Maintenant, s'ils sont spirituels ou religieux, ils peuvent utiliser des expressions telles que Dieu était de mon côté, je semblais être guidé. Il y avait un état de grâce à certains moments. J'étais soigné. Ce qui exploite est une intelligence plus profonde qui va au-delà du personnel. Vous pourriez l'appeler transpersonnel, comme l'appellent les psychologues transpersonnels, ou vous pourriez l'appeler archétype, si vous êtes familier avec les enseignements de Carl Jung. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une relation avec une histoire. C'est une bonne marque d'ailleurs. Une marque est une histoire archétypale. Il y a des thèmes dedans, les bons, les méchants. Il y a un peu d'intrigue. Il y a du mystère, il y a de l'aventure. Tous les ingrédients qui font un très bon feuilleton. Ils ont une relation avec ça. Une bonne marque est quelque chose que vous achèterez ou utiliserez. Le service lorsque vous achèterez l'histoire. Apple est une histoire. C'est une très bonne histoire. Toutes les grandes marques, c'est l'histoire du héros urbain afro-américain. Une des choses que je dis au chef de faire est point. Quelle est ton histoire? Pouvez-vous rendre votre histoire inspirante sur les plans émotionnels et spirituels? Les gens achèteront votre histoire en tant que marque, en tant que service, en tant que produit. Suivez votre bonheur ne signifie pas devenir accro au plaisir. Suivez votre bonheur signifie trouver le noyau de la passion et de l'excellence en vous. C'est poursuivre l'excellence et ignorer le succès. Si vous faites cela, bien sûr, le succès sera un sous-produit. Mais vous exprimez le plus haut potentiel en vous. Et quand vous faites cela, vous perdez la notion du temps, vous. Ressentez de l'extase et quand vous exprimez cela, il y a un besoin dans la société pour cette expression particulière. Quand la société voit cela, elle vous honore. Ça fait de toi un héros. Le plus grand défi pour toutes les entreprises est de restaurer les vraies affaires. L'effondrement économique est arrivé parce que nous avions perdu. Le vrai but des affaires. Quel est le véritable but de l'entreprise? Même en école de commerce, ce n'est pas bien défini. Ils disent que le but de l'entreprise est d'augmenter la valeur. Pour les actionnaires, c'est une chose ridicule. Le but des affaires est d'aider la société, de servir les besoins de la société.
Le but de l'entreprise est de servir les intérêts de tous ceux qui sont considérés comme des parties prenantes. Cela inclut la communauté et l'écosystème plus vaste. Nous avons créé une économie fondée sur l'argent que les gens n'avaient pas gagné pour acheter des choses dont ils n'avaient pas besoin pour impressionner les gens qu'ils n'aimaient pas. Sur les 29 billions de dollars qui circulent sur les marchés mondiaux, moins de 2% allaient fournir des biens et des services. Le reste était ce qui appelait les dérivés, le casino. Donc maintenant, pour la première fois, je pense que nous avons l'opportunité de créer une économie fondée sur la sagesse qui répond réellement aux besoins de la société. Si vous êtes un homme d'affaires aujourd'hui, vous devez vous réinventer totalement. Vous devez vous demander quelles sont les économies basées sur la sagesse auxquelles je peux participer. Les économies vertes, les énergies alternatives. Les gens qui plantent des arbres font beaucoup d'argent ces jours-ci. Vous devez créer une économie basée sur les besoins des gens. La question qui a été posée était de savoir comment maximiser l'utilisation de notre temps. Voici ma réponse et j'ai appris cela par le docteur Daniel Siegel, un psychothérapeute UCLA. Il dit diviser le temps en 24 heures dans les sections suivantes. Temps de sommeil, temps de méditation, temps d'exercice, temps de relation, temps d'arrêt, créativité et temps de jeu, temps de travail concentré. Et quand vous mangez, et quand vous faites chacune de ces choses, alors faites juste ces choses. Ne faites rien d'autre. Je pensais que c'était très brillant, et je le fais maintenant. Depuis un certain nombre d'années, je dors au moins 6 à 8 heures par jour. Je médite tôt le matin pendant environ 1h30. Je vais à la gym après ça. Je marche entre 5 et 10 000 par jour. Je travaille de 9h à midi. Je prends 1 heure complète pour un déjeuner conscient. Je prends une marche de 20 minutes après le déjeuner. Ensuite, je recommence à travailler dans l'après-midi vers 1h du matin. 1h30 de même. Ensuite, je fais une courte méditation à 16h30, le soir 5h. Et je soupe tôt vers 6h, et je suis au lit vers 10h. Maintenant, quand je fais cette routine quotidienne, je sens que mes rythmes sont en ordre. Ils sont connectés au rythme du cosmos. Quand je parle à quelqu'un, je suis présent avec eux. Je ne vérifie pas mon iPhone ou mon appareil portatif en même temps, car le cerveau cortical ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc bien sûr, le système nerveux autonome peut faire beaucoup de choses à la fois. Faites une chose, faites-le en toute connaissance de cause, et faites-le bien. Poursuivre l'excellence et ignorer le succès. Restez détaché et divisez votre temps dans ces cadrans. Donc en dehors de l'épuisement et de la création d'une histoire, que peuvent faire les téléspectateurs en ce moment, aujourd'hui ou demain, pour se faire de meilleurs leaders? D'abord, posez-vous les questions que j'ai mentionnées. Qui suis-je? Qu'est-ce ce que je veux? Quel type d'équipe je veux avoir? Quel est mon rôle? Quelles sont mes compétences et mes forces? Quelles sont les compétences et les points forts des personnes que je veux avoir dans mon équipe? Si les gens ne sont pas pleinement expressifs dans leurs forces uniques, ils perdent l'estime de soi. S'ils ne s'amusent pas. Je suis également chercheur principal à Gallup Organisation. Et nous constatons que seulement 20% des gens dans ce pays sont engagés dans ce qu'ils font. Environ 15 à 20% sont activement désengagés. Ils viennent au travail malheureux et ils se font un devoir de rendre les autres malheureux. Le reste est une sorte de coup de poing dans l'horloge. Cela coûte à notre économie quelque chose comme 380 milliards de dollars par année. Alors qu'est-ce qui rend l'environnement productif amusant et
Eh bien, si votre superviseur ou directeur vous ignore, votre taux de désengagement augmente de 45%. Si le superviseur ou le gestionnaire ne vous ignore pas mais vous critique, votre taux d'engagement chute à 20%. Vous préféreriez être critiqué parce que vous êtes maintenant remarqué. D'un autre côté, si votre gestionnaire remarque une force que vous avez, votre taux de désengagement tombe à moins de 1%. Cela a d'énormes implications économiques. Chacun de nous est né comme un être infiniment créatif. En tant qu'enfants, nous utilisons notre imagination pour créer des mondes entiers, que nous construisions des châteaux de sable à la plage, que nous jouions à la maison avec une collection de poupées, ou que nous fassions semblant d'être notre super-héros favori. Mais à mesure que nous devenons des adultes, beaucoup d'entre nous succombent au même ou à la croyance culturelle qui prévaut, à savoir que plus nous vieillissons, plus nos cerveaux perdent leur capacité de s'étendre, de s'adapter, de se transformer et d'évoluer. Mais c'est un mensonge. Comme de nombreuses études ont découvert, le cerveau a une qualité appelée plasticité, la capacité à former de nouvelles voies neuronales même dans l'âge très avancé. Le cerveau est fluide, flexible et incroyablement adaptable. De nouvelles expériences. La neuroplasticité est ce qui nous permet de nous apprendre une nouvelle langue, d'apprendre à jouer du piano, de jouer à un nouveau sport ou d'apprendre le dernier mouvement de danse. Bien que vous ne puissiez plus vous considérer comme une personne créative ou imaginative, votre existence même est la preuve de votre créativité innée. À chaque instant, vous créez votre réalité à travers vos pensées, vos intentions, vos paroles et vos actions. Nous avons tous un potentiel créatif illimité, car notre nature essentielle est la pure conscience. En apprenant à réveiller votre créativité, vous retrouverez l'enthousiasme naturel, l'énergie et les merveilles de la jeunesse. Comme le remarquent les anciens sages védiques de l'Inde, le secret de l'immortalité est une flexibilité et une créativité infinie. Une victime du conditionnement signifie que vos schémas habituels de comportement et de pensée sont le résultat de la psyché collective. Et ce que nous appelons normal dans la psyché collective est en réalité la psychopathologie de la moyenne. Triste, ordinaire, banal, toujours à la recherche d'accomplissement sur quelque chose à l'extérieur. Si j'avais le bon travail, ou si j'avais le bon argent, si j'avais la bonne relation, quelle que soit la bonne chose, je serais une personne heureuse. Mais ça, c'est l'inverse. Si vous êtes heureux, vous aurez le bon emploi, vous aurez le bon argent et aurez le bon succès. Vous ferez les bons choix pour votre santé et vous aurez les bonnes relations. Beaucoup de gens ne relient pas vraiment les affaires et la spiritualité ensemble. Vous n'en entendez pas vraiment parler. Comment pensez-vous que cela fonctionne cependant? Pensez-vous que vous avez besoin de cette partie? Je définis la spiritualité comme une conscience de soi et aussi comme des éléments de compassion, d'amour, de service, d'honnêteté, d'authenticité, d'intégrité. Je pense que même si vous ne vous rapportez pas à ces valeurs, si vous incorporez ces valeurs, votre entreprise prospérera. Demandez-vous quel est votre but. Quel genre de contribution voulez-vous faire? Qu'est-ce qui crée la joie et l'extase en vous? Quelles sont les 2 ou 3 compétences que vous avez lorsque vous exprimez vos talents et compétences uniques? Le temps de vous dit rien. Ce n'est pas du travail, c'est de la joie. Demandez-vous qui sont vos héros et héroïnes dans l'histoire et la mythologie et la religion, parce que ce sont des archétypes qui cherchent à s'exprimer à travers vous et à s'incarner à travers vous. Demandez-vous comment cette passion peut-elle contribuer à la relation? Donner un sens et un but à l'existence? Vous n'avez pas besoin de connaître les réponses. Si vous vivez les questions, alors la vie a une manière intéressante de vous déplacer dans les réponses. Merci les gars d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Calavramania me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles de Deepak Chopra a eu le plus grand impact, l'impact le plus significatif sur votre vie et pourquoi. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je me joindrai à la discussion. Enfin, je veux donner un rapide coup de chapeau à Lucas Kram.
Lucas, merci beaucoup d'avoir choisi mon livre. Pour ceux d'entre vous qui regardent, si vous voulez une chance à un message dans une vidéo future, assurez-vous d'attraper le livre et aussi envoyer un courriel dans votre reçu afin que nous puissions suivre. Merci les gars d'avoir regardé. L'information élargit notre conscience de ce qui est. Ainsi, grâce au réseau Google, qui est le plus gros moteur de recherche. Continuez à croire en quoi que ce soit, et je vous verrai bientôt. Nous élargissons notre notoriété, mais il y a une autre chose que les gens ne comprennent pas. Notre état de conscience choisit en fait l'information que nous recherchons. Donc, si mon état de conscience dit que je veux comprendre les causes de la guerre, le terrorisme, le réchauffement climatique, l'injustice sociale et l'injustice économique, toutes les choses qui font surface aujourd'hui, comme ce qui se passe en Syrie et dans tout le Moyen-Orient, le soi-disant printemps arabe occupe Wall Street, alors mon état de conscience en regardant cette image globale cherchera la bonne information. Ils se nourrissent les uns les autres. L'information augmente la sensibilisation, mais l'état de conscience élargit également l'information que nous cherchons sur. Et si par conscience, je veux dire la spiritualité qui est ma définition, alors la conscience a beaucoup plus de composants que d'informations. La conscience influence vos humeurs. Si vous êtes déprimé, tout semble sombre et sombre. Cela influence vos croyances. Cela influence vos hypothèses. Cela influence vos perceptions. Cela influence vos attentes. Donc, dans le livre, ma thèse est que tous les problèmes existent à cause de ce que j'appelle conscience contractée. La conscience contractée signifie que vous vous sentez séparé de l'écosystème. Le réseau Google est un écosystème. Vous vous sentez séparé de l'écosystème qui nourrit le réseau de relations. Cela bien sûr aboutit à la peur, à l'anxiété, à des attentes qui sont des prophéties de Doomsday, à des suppositions que tout ira mal. Et ainsi de suite. Dans mon esprit, l'analogie est que vous marchez dans une pièce sombre. Vous avez une bougie ceste, la lumière de votre conscience, et vous continuez à vous cogner. Et donc tout est un problème et ceste tout le monde. Mais maintenant, imaginez que vous pouvez élargir la conscience de cette bougie. Alors maintenant, vous avez une lampe de poche et vous pouvez vous déplacer. Et tout ce qui semblait être un obstacle a réellement un but. Cela a un but, cela a un but, cet écran a un but. Donc tous les problèmes sont maintenant des opportunités pour un but précis. Donc c'est une prise de conscience élargie, vous vous sentez maintenant connecté au réseau de relations. Donc certaines pensées, certaines croyances sont limitantes. Je ne serai jamais assez bon. Je ne réussirai jamais. Je ne serai jamais riche. Je n'aurai jamais une bonne relation. Je suis trop moche. Je ne suis pas assez attirante. Je ne suis pas assez mince. Etc. Rappelez-vous, ces pensées ne vous appartiennent pas. Donc vous devez chaque fois que vous avez ces pensées, vous devriez-vous demander, est-ce vrai? Comment suis-je si sûr si c'est vrai? Cette pensée me limite-t-elle? Comment pourrais-je aller au-delà de cette limitation? Qu'est-ce qu'une pensée qui donne plus de pouvoir? Comment puis-je créer cette pensée? Mieux encore, aller dans la partie la plus profonde de votre être, qui est juste le silence. Quand la pensée s'introduit, dit qu'elle ne m'appartient pas, laisse-la passer. Observez vos pensées surgir et se calmer comme des vagues sur l'océan. Vous n'êtes pas les vagues. Bien que vous soyez conditionné par les vagues, vous êtes l'océan puissant lui-même. Vous n'êtes pas seulement une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan dans la goutte elle-même. Et dans les profondeurs de l'océan est l'infini. Et vous êtes l'esprit infini conditionné à la société et la culture et la religion dans l'esprit local.
Cela ne suffit pas à vous convaincre que vos pensées ne vous appartiennent pas. Lorsque vous prenez possession de vos pensées, alors vous êtes embobiné par l'hypnose de la condition sociale, par l'hypnose du conditionnement culturel. Il n'y a pas d'originalité dans cela. Il n'y a pas de créativité dans tout ça. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Tout est amour conditionné. Alors, s'il vous plaît, comprenez que vous êtes l'être infini. Vous êtes l'univers ayant une expérience humaine, mais l'expérience humaine est conditionnée par des étiquettes, par des définitions, par des évaluations, par des jugements, par des opinions, et par des mots que vous avez entendus comme un enfant. Il est difficile de sortir de cette prison parce que si vous êtes dans une vraie prison, au moins vous voyez les barreaux. Dans cette prison qui est l'hypnose du conditionnement social, l'hypnose du conditionnement culturel, vous êtes dans une prison qui n'a pas de mur, et par conséquent vous ne réalisez pas que vous êtes en prison, et par conséquent je n'ai pas envie d'échapper. Mais si vous vous êtes échappé, vous trouverez le vrai esprit, vous trouverez le vrai soi, vous trouverez qui vous êtes vraiment, et vous seriez libre. Le billet pour la liberté n'est pas de posséder vos pensées. Le ticket à la liberté est de trouver le champ source en vous. Qui est le champ source de l'univers? Il dit: pourquoi restez-vous en prison? J'aime citer Rumi quand il a dit: Rumi est si génial. Pourquoi restes-tu en prison quand la porte est grande ouverte? Pourquoi restes-tu en prison quand la porte est grande ouverte? S'il te plaît, ne reste pas dans cette prison. Demandez-vous qui suis-je au milieu de tout ce trafic de peine? Et c'est ce que Rumi dit aussi dans un de ses poèmes. Qui suis-je au milieu de tout cela malgré le trafic? Et qui vous êtes le potentiel incommensurable de tout ce qui était, tout ce qui est et tout ce qui sera jamais. Le vrai succès vient de l'autopouvoir. Je vais répéter ça. Le vrai succès vient du pouvoir de soi. Le vrai succès est défini comme la réalisation progressive de buts dignes. La capacité d'aimer et d'avoir de la compassion et d'être en contact avec le pouvoir créateur en vous, le génie ultime. Et l'autopouvoir est une véritable estime de soi suprême qui reflète la sagesse de l'univers. L'autopouvoir n'est pas le pouvoir de l'agence. Le pouvoir de l'agence est une puissance extérieure provenant d'un titre, d'un compte bancaire, ou d'argent de contact, ou de ce que vous pourriez dire de votre réseau de connexion. Le pouvoir de l'agence est faible, car il ne dure que tant que dure l'agence. Le vrai pouvoir vient de l'estime de soi, le noyau de votre être. Il a les caractéristiques suivantes. Quand vous avez le vrai pouvoir, vous êtes indépendant des bonnes et mauvaises opinions du monde. Vous êtes à l'abri de la critique et de la flatterie, mais sensible aux commentaires tués sans peur. Vous ne vous sentez pas supérieur à personne, mais aussi supérieur à personne. Quand vous venez du noyau de cet être, et que vous vous demandez « Comment puis-je l'aider » alors, vous avez un vrai pouvoir. How can I help? Then you have true power.